De tous les héros japonais, Kintaro est sans doute celui qui jouit de la symbolique la plus riche dans les nombreuses estampes de la période Edo qui lui furent consacrées. Fils de la sorcière de la montagne, Yamauba, c'est un enfant extraordinaire, dont la peau est aussi rouge que celle d'un Oni, un démon. Si les légendes varient sur son origine, elles s'accordent toutefois sur le caractère miraculeux de sa naissance. Il a été surnaturellement engendré, soit par l'esprit vengeur de son père, Sakata no Tokiyuki, soit par la visitation nocturne du dieu de l'orage sous la forme d'un splendide dragon rouge. Élevé au milieu des bêtes sauvages, avec lesquelles il développe une étonnante affinité, le petit garçon doré montre dès son plus jeune âge une force exceptionnelle. Quand il ne passe pas son temps à abattre des arbres à main nue ou avec sa hache, Kintaro provoque à la lutte toutes les créatures qu'il croise pour trouver un adversaire à sa taille. Il soumet ainsi l'ours et la carpe géante du mont Ashigara, qui deviennent tous deux ses animaux totems. Tous les éléments iconographiques du personnage renvoient métaphoriquement à l'idée de vigueur, comme c'est le cas sur ces deux ukiyo-e qui associent Kintaro au buffle, symbole chinois de l'énergie et de la vraie nature de l'homme. Bref, Kintaro apparaît dans l'art japonais comme la personnification enfantine du yang, le principe de la masculinité dans la cosmogonie asiatique. Très rapidement, l'enfant merveilleux a donc incarné une sorte de modèle viril pour tous les jeunes mâles japonais. D'ailleurs, si les estampes qui le représentent eurent autant de succès à l'époque, c'est que les Japonais leur prêtaient des vertus talismaniques. On pensait que leur possession protégeait les enfants des maladies et leur assurait une bonne croissance. Dès lors, le petit lutteur à la peau rouge est devenu l'idéal protecteur des petits garçons de l'ère Edo, apparaissant régulièrement dans toutes les étapes importantes de leur vie. Kintaro a ainsi été associé très tôt à la traditionnelle fête japonaise des garçons, Tango no Sekku. Ce festival tire son origine d'une antique coutume chinoise qui consistait à suspendre au rebord des toits des Acorus calamus, ou joncs odorants, censés éloigner les maux du mois de mai, époque cruciale de l'année pour le repiquage du riz. Introduite au Japon dès le 8e siècle, la fête des joncs odorants a fini par devenir, entre le 12e et le 14e siècle, la fête des garçons. On se demande bien pourquoi. J'arrête tout de suite ceux qui, comme moi, auraient l'association d'idées facilement mal placées. Au Japon, le jonc odorant, appelé shobu dans sa prononciation chinoise, n'a pas la connotation sexuelle que l'on pourrait prêter à sa traduction française. Les anciens japonais l'associaient plutôt à ces deux homonymes, shobu, le combat, ou shobu, l'esprit guerrier. À l'époque Kamakura, les familles appartenant à la noblesse militaire, les bushi, assimilèrent donc spontanément cette tradition des joncs odorants à la formulation de vœux pour que leurs petits garçons grandissent correctement et deviennent des guerriers vigoureux et combatifs. À l'occasion de cette fête, les bambins de sexe masculin faisaient l'objet de soins particuliers. On leur faisait par exemple prendre des shobuyu, des bains de joncs odorants censés leur transmettre par infusion endurance et pugnacité. Parfois, on allait même jusqu'à leur faire exceptionnellement boire du saké aromatisé au shobu pour les fortifier. Tango no Sekku était aussi et surtout l'occasion pour les petits garçons de déguster les délicieux kashiwa mochi, des gâteaux de riz gluants enrobés d'une feuille de chêne, arbre qui symbolise au Japon, tout comme en Europe, l'invincible solidité. À l'ère Kamakura, les familles de guerriers commencèrent enfin à décorer le tokonoma de leur maison à l'occasion de cette fête. Pour honorer la puissance virile, les foyers les plus aisés exposaient une armure complète de samouraï, tandis que les plus modestes se contentaient généralement d'un simple casque, le kabuto. On disposait également dans l'alcôve des bouquets de joncs odorants en fleurs, des gâteaux kashiwa mochi déposés en offrande votive, et surtout des gogatsu ningyo, littéralement des poupées de mai, parmi lesquelles vous pouvez justement reconnaître une figurine de Kintaro pêchant une carpe. De fait, depuis l'époque Edo et jusqu'à notre époque, on fabrique spécialement des poupées de Kintaro, parfois d'assez grande taille, pour les exposer lors de la fête des garçons. L'image du petit lutteur surhumain est censée protéger l'enfant et lui insuffler sa puissance physique et son esprit combatif. Aujourd'hui, Tango no Sekku a bien évolué. Les joncs odorants qui ornaient jadis les toits ont été progressivement remplacés par les koinobori, des bannières carpes qui symbolisent la force et la persévérance. Et la fête a changé de nom peu après la Seconde Guerre mondiale. Appelée maintenant Kodomo no Hi, le jour des enfants, sans distinction de sexe, elle est célébrée par les familles japonaises chaque année, le 5 mai, pour assurer la bonne santé et la croissance de leur précieuse progéniture. Kintaro en reste l'une des figures emblématiques. Sa poupée orne toujours les tokonoma et les Kintaro Ame, des bonbons cylindriques qui laissent apparaître le visage du héros quand on les coupe, font toujours le bonheur des petits gourmands.
Les estampes de l'ère Edo associent également Kintaro à un autre moment important de la vie des petits japonais mâles, le Genpuku, c'est-à-dire le passage du statut d'enfant à celui d'adulte. Tout comme la fête des garçons, cette cérémonie d'origine chinoise fut introduite au Japon au 8e siècle, pendant l'ère Nara. L'âge auquel les garçons célébraient le Genpuku varie grandement en fonction des époques, oscillant entre 10 et 20 ans, mais le rituel restait globalement le même. Le jeune adolescent abandonnait tout d'abord sa coiffure d'enfant. Il était rasé pour pouvoir porter le chonmage, chignon traditionnel des guerriers qui permettait à l'origine de fixer le casque kabuto sur le sommet du crâne. Je m'attarde quelques secondes sur ce diptyque d'Utagawa Kunisada II pour vous faire remarquer l'expression amusante de Kintaro lorsqu'il découvre son crâne fraîchement rasé dans le miroir. Sa nouvelle coupe a l'air de le laisser sans voix. Après cette première transformation capillaire, l'adolescent se dépouillait de ses vêtements puérils pour revêtir un costume d'adulte, le kimono Monsuki, porté avec un pantalon hakama et une veste haori brodée aux épaules du kamon, l'emblème de son clan, ici remplacé par le kanji kin de Kintaro. À l'issue de cette cérémonie, le garçon devenait enfin un homme. On lui remettait son premier katana, en lui apprenant notamment la manière correcte d'effectuer le seppuku, le suicide rituel en cas de déshonneur. De quoi oublier définitivement l'insouciance de l'enfance. À l'époque Edo, la popularité de Kintaro prend une telle envergure que son rôle dépasse largement celui de simple mascotte du Tango no Seku ou du Genpuku. Non content d'être un prodige de force, modèle de tous les petits nippons, Kintaro adopte peu à peu un aspect plus ésotérique, celui de l'enfant porte-bonheur qui soumet les puissances surnaturelles. En effet, Kintaro ne s'est pas contenté de se mesurer aux bêtes sauvages les plus puissantes du mont Ashigara. Lassé par le peu de résistance qu'offraient les ours, les lions, les carpes et autres serpents géants, le petit lutteur a décidé de s'attaquer à un plus gros gibier. Les démons, appelés Oni en japonais, voire carrément les dieux, les kami en personne. Plusieurs estampes représentent notamment Kintaro terrassant Reiji, le dieu de l'orage, son propre père d'après certaines légendes. Il y a sans doute une analyse oedipienne très intéressante à faire, mais je ne m'y risquerai pas aujourd'hui. Yoshitsuya montre ainsi l'enfant dans une pose très héroïque, brandissant sa hache sans craindre les éclairs qui zèbrent le ciel noir, pour renverser à ses pieds la divinité furieuse. Mais c'est Kuniyoshi qui nous offre à nouveau la version la plus surprenante de cette scène. Ici, Kintaro, toujours impavide, attrape le kami impuissant par le collet, comme un vulgaire lapin, pour lui arracher le cercle de tambour taiko avec lequel il produit le tonnerre. Au-delà de son aspect humoristique, cet ukiyo-e avait probablement la fonction d'un omamori, un talisman chargé de protéger le foyer de la foudre et des incendies. Peut-être parce qu'il est né de l'union surnaturelle d'une sorcière et d'un onryo, ou d'un kami-dragon, Kintaro montre effectivement une étonnante affinité avec les démons, qui deviennent, tout comme les animaux, ses joyeux compagnons de jeu. On les voit par exemple ici jouer de la musique tandis que Kintaro fait danser un ourson sur sa main, ou encore aider patiemment le petit héros à peindre le portrait d'un acteur de kabuki sur un cerf-volant. Pourquoi pas. La plupart du temps, les estampes expriment la supériorité de Kintaro sur les démons, qui paraissent honorer le petit garçon comme leur maître, sinon comme leur dieu. Sur celle-ci, ils escortent solennellement Kintaro qui semble participer à une procession sur le dos d'un sanglier géant. Sur celle-là, ils portent l'enfant en triomphe sur une sorte de mikoshi, littéralement un palanquin divin, traditionnellement utilisé lors des fêtes Matsuri pour faire défiler les kami dans les rues. Enfin, sur cet ukiyo-e de 1840, Kuniyoshi représente Kintaro trônant sur un rocher, entouré de 2 démons et tenant entre ses mains un livre sur la couverture duquel est inscrit Mukashi Mukashi, l'expression japonaise qui introduit les contes, un peu comme notre « Il était une fois ». La pose digne et autoritaire du petit garçon imite malicieusement celle de Kuan Yu, un guerrier chinois semi-légendaire du IIe siècle, réputé pour sa force exceptionnelle et lui aussi représenté avec la peau rouge. Divinisé dans la religion taoïste dès le VIe siècle, il devient Kuan Di, le saint empereur Kuan, divinité spécialement chargée de soumettre les démons. En assimilant symboliquement Kintaro à Kuan Yu, l'artiste montre que le petit garçon est tout aussi efficace que le dieu chinois pour neutraliser les mauvais esprits. Voilà pourquoi Kintaro est aussi associé à la fête japonaise du Setsubun, célébrée tous les ans début février pour marquer la fin de l'hiver et le début du printemps. Cette tradition venue de Chine et importée au Japon au 8e siècle, comme c'est original, est à l'origine un rite d'exorcisation des mauvaises énergies accumulées pendant la saison froide. La coutume la plus populaire du Setsubun est appelée Mamemaki,
Elle consiste à jeter des haricots de soja grillés par les fenêtres pour expulser les esprits maléfiques en criant « Oni wa soto, fuku wa uchi ». Ce qui signifie globalement « Dehors les démons, dedans le bonheur ». Les artistes de l'époque Edo représentèrent très souvent Kintaro se livrant énergiquement à ce rite, comme c'est le cas sur cette Uchiwae de Kuniyoshi, une estampe spécialement destinée à décorer un éventail. Dans certaines régions du Japon, les démons sont au contraire invités à entrer dans la maison, considérant qu'ils sont les émissaires des dieux. C'est ce que semble suggérer cette estampe de Kiyonaga, où les petits Oni se jettent avec avidité sur les haricots jetés par Kintaro, comme s'il s'agissait de friandises. Une dernière coutume du Setsubun consiste à accrocher devant sa porte un Hiragi Iwashi, une petite amulette artisanale fabriquée avec des têtes de sardines et des feuilles de houx, pour empêcher les mauvais esprits de revenir dans la maison. Vous pouvez justement apercevoir ce talisman atypique sur cette ukiyo-e de Totoya Hokei en haut à gauche. Avant la restauration de Meiji, le mois du Setsubun correspondait aussi au moment du Shogatsu, la fête de la nouvelle année, depuis déplacée au 1er janvier pour correspondre au calendrier grégorien. Bien sûr, Kintaro ne pouvait qu'être associé à cette célébration, comme il est finalement à toutes les fêtes japonaises censées porter bonheur. Il est par ailleurs intéressant de noter que les acteurs qui interprétaient Kintaro dans le théâtre kabuki étaient presque systématiquement vêtus de blanc et de rouge. Or, ce sont justement les deux couleurs traditionnelles du Nouvel An japonais. La première symbolisant la pureté, la seconde la protection contre les forces du mal. Inutile d'en dire davantage. La fête du Shogatsu était l'occasion pour les parents d'offrir à leurs enfants des étrennes, appelées Otoshidama. À l'ère Edo, il s'agissait généralement de petits jouets que l'on s'amusait parfois à faire tirer au sort, en laissant les bambins choisir au hasard une des longues ficelles auxquelles les présents étaient accrochés. On dégustait également le Kagami Mochi, un double gâteau de riz censé apporter force et vigueur pour la nouvelle année. Le Kagami Mochi était traditionnellement brisé lors d'un rituel shinto appelé Kagami Biraki, qui avait lieu le second samedi ou dimanche du premier mois de l'année. Il s'agit là encore d'une coutume porte-bonheur à laquelle Kintaro est fréquemment associé dans l'art japonais. Vous l'avez compris, au fil du temps, l'image seule de Kintaro est devenue un omamori à part entière. Synonyme de force et de victoire, l'enfant miraculeux incarne encore pour les Japonais l'énergie positive, celle qui accompagne tous les moments heureux de la vie. Mais la légende du petit garçon rouge ne s'arrête pas là. Après avoir vaincu aisément toutes sortes de monstres et de démons, Kintaro est revenu sur le mont Ashigara. Même s'il désespère de trouver un jour un adversaire à sa taille, l'enfant continue de s'entraîner opiniâtrement à la lutte sumo avec ses amis les animaux de la forêt. Le problème, c'est qu'il ne maîtrise plus sa force. Un jour, alors qu'il est en train de combattre l'ours, il projette accidentellement son adversaire qui tombe de la falaise et plonge dans le torrent. Kintaro arrache alors un tronc d'arbre à proximité et le jette dans la rivière, pour que son compagnon à poil puisse s'y accrocher et échapper ainsi à la noyade. Ce qu'il ignore, c'est qu'un témoin a assisté à toute la scène. Dissimulé sur une corniche avoisinante, le samouraï Urabe no Suetake n'en croit pas ses yeux. Bouleversé par la puissance physique du petit garçon, il décide d'en faire immédiatement rapport à son daimyo, le grand guerrier Minamoto no Yorimitsu, qui campe justement dans les environs. Intrigué par cet enfant qui, paraît-il, est capable de fracasser un rocher sur le crâne d'un sanglier, Minamoto no Yorimitsu ordonne à son vassal d'en apprendre davantage sur ce petit prodige, quitte à éprouver sa force par lui-même. Urabe no Suetake retourne donc dans la forêt pour provoquer Kintaro dans un duel de sumo. Le petit garçon, d'abord sceptique, finit par relever le défi. Après tout, il n'a jamais eu l'occasion de combattre un humain, ce sera peut-être amusant. La lutte a lieu près de la rivière, et contre toute attente, Urabe no Suetake résiste à la tornade rouge. C'est que le samouraï n'est pas n'importe qui. C'est un Shitenno, l'un des 3 rois célestes de Minamoto no Yorimitsu, qui constitue sa garde rapprochée de meilleurs guerriers. Kintaro, qui n'est que force mais manque de technique, triomphe in extremis de cet adversaire redoutable. Yorimitsu, qui a assisté de loin au combat, est impressionné par cet adolescent massif qui a déjà bien entamé sa puberté sur cette ukiyo-e de Tsukiyoka Yoshitoshi. Il lui propose donc immédiatement de rejoindre les rangs de son armée. C'est alors que survient Yamauba, qui révèle à Yorimitsu que Kintaro n'est autre que le fils de son ancien vassal, Sakata no Tokiyuki, et que l'enfant est justement destiné à le servir. Kintaro quitte donc sa mère et le mont Ashigara pour suivre Minamoto no Yorimitsu.
Changeant de vie, il reprend le nom de son défunt père et se fait dorénavant appeler Sakata no Kintoki. Sous la tutelle de son nouveau maître, l'adolescent apprend à maîtriser sa force surhumaine et devient rapidement le 4e Shiten-no du grand héros Yorimitsu. Avec ses compagnons, il va vivre d'incroyables aventures et vaincre les monstres les plus effrayants, comme Tsuchigumo, la monstrueuse araignée de la terre, ou encore Shutendo-Oji, le gigantesque ogre démon du mont Oe. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois si vous êtes mais alors vraiment très sage. Je vous quitte pour la 3e fois consécutive, car c'est un poète que j'apprécie beaucoup, avec un haïku de Kobayashi Issa. 小坊主よ、もう一つ笑え、梅の花。 Petit garçon, ris encore une fois, floraison de prunier.